Entretiens des Patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. JDD, le plan média pour nous refourguer cette camelote Retailleau-Darmanin, les Kevin et Matteo de Bayrou. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Michel Nalamène, Yann Penaud, Stéphane Claude, Pierre Bourdin, Thomas Bouchard, Thierry Martin, Christian, Marie Z et Philippe Bohen. Merci à tous du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, pour la visibilité, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Mais on va revenir sur l'entretien d'hier. Vous êtes en effet très nombreux à m'avoir écrit, et vous êtes unanime, il est impossible de pardonner au poudré, ces méfaits sont en effet irréparables pour beaucoup. D'ailleurs, comme je l'ai montré hier, son cas relève de la justice. Le jour où les dossiers sortiront, ça va être un feu d'artifice. Sarkozy semblera être un enfant de cœur comparé à ce qui attend Emmanuel Macron. Et il n'est pas le seul concerné, c'est tout le camp macroniste qui est bien évidemment visé. Trafic illégal d'intérêts, corruption, mise en danger de la vie d'autrui, j'en passe et des meilleurs. Regardez-les tous. Certains d'ailleurs ne sont pas encore visés, comme Elisabeth Borne, mais le jour où la justice s'intéressera au dossier autoroute, elle aura quelques ennuis. Et grâce aux réseaux sociaux et à la réinformation, la majorité des Français est au courant de cet affairisme. Alerte info, nous dit Jean de Lorraine, 63% des Français anticipent une motion de censure à l'égard du gouvernement Bayrou. Ils sont également 59% à vouloir la démission d'Emmanuel Macron et 76%, vous le savez, je vous ai déjà présenté ce sondage, expriment leur mécontentement. Certains pourraient me rétorquer, ce ne sont que des sondages. Certes, mais dans ce monde où l'information circule vite, ils sont également connus à l'étranger et ils viennent se superposer au bilan économique et démocratique de Macron. Le résultat, le poudré est lynché par toute la presse étrangère. Son autorité, son aura, son image sont carbonisées. Et d'ailleurs, il est dans une telle situation que seul ce pathétique l'ouvrier LR défend encore Macron par un de ses bobards insupportables. La France est quand même bien incarnée par le président français à l'étranger. Un 1er avril, la blague serait hilarante. La réalité. Laurent Saïm en est toute traumatisée. La presse étrangère, le New-Yorker, dit sans détour ce que tous ces journalistes se sont acharnés à cacher à leurs lecteurs. La chute de la France. Le président Emmanuel Macron a plongé la France dans le chaos. Il faut savoir que ce genre d'articles, vous pouvez les lire dans toute la presse étrangère. Il y a d'ailleurs un indice qui ne trompe pas, c'est Laurence Haïm qui balance. Oui, les rats quittent le navire. Mais alors, pour le système, qui pour remplacer le poudré cramé? Édouard Philippe? Il y a quelques mois, la presse nous vendait les mérites d'Édouard Philippe, un gestionnaire hors pair. Un scandale à crier haut et fort. Yvan Masson. Le rapport qui détruit Édouard Philippe. La Chambre régionale des comptes révèle l'effondrement total des finances du Havre. Officiel, Édouard Philippe est un escroc qui a ruiné la ville du Havre. Ce n'est pas un opposant politique qui le dit, mais la très sérieuse Chambre régionale des comptes de Normandie, au vu de l'envol de la dette du Havre et des dépenses suspectes. Un Macron bis pour 2027 ? Désormais, c'est fort peu probable. Que diriez-vous de Louis Sarkozy? Louis Sarkozy, l'ambition politique d'un héritier pas comme les autres. On se rappelle ce lancement grotesque par le JDD. Un plan média qui a fait pchit. Alors qui? Eh bien, le JDD fer de lance des LR nous recommande double patte et patachon. À la une du journal du dimanche du 29 décembre, Retailleau-Darmanin, leur plan d'attaque. Et au JDD, l'hyperbole, c'est leur truc, le duo qui ressuscite la droite de l'ordre. Notez le langage martial, droite de l'ordre, plan d'attaque. Attendez, on parle bien des mêmes, de Darmanin et de Retailleau,
Kevin et Matteo, car enfin, on se demande pourquoi ils ont attendu 7 ans en soutenant Emmanuel Macron avant d'attaquer. À part le blabla, la com et brasser de l'air, qu'ont-ils fait pendant 7 ans? Ah si, j'oubliais, mentir, manipuler, tromper les Français. C'est dire leur crédibilité. Bon, je raille, mais sait-on jamais, Darmanin avec ses petits bras musclés va peut-être vraiment s'attaquer aux narcotrafiquants. Voyons voir sa proposition phare. On va isoler en prison les 100 plus grands narcotrafiquants. Ce sera un isolement inspiré du modèle appliqué aux plus grands terroristes, Gérald Darmanin. Ils auront droit à un ou deux téléphones. Oh, peut-être qu'avec la CEDH et les associations de gauche, ils en auront peut-être 3. Didier Maisto. Sincèrement, il y a des gens assez crédules pour se dire, après la lecture de ce publi-reportage, ce gouvernement va enfin régler le problème du trafic de stupéfiants car ils vont isoler en prison 100 dealers. Est-ce possible de prendre à ce point les gens pour des imbéciles? Je voudrais expliquer ce genre de plan média. Voilà comment cela se passe. Gérald Darmanin veut occuper l'espace médiatique. Que fait-il? Il demande à ses communicants de lui trouver une mesure dite spectaculaire, mais qui ne remette pas en cause, bien évidemment, le système de justice européiste. Cela donne 100 dealers en isolement. Vous l'avez compris, ce n'est qu'un gadget de com pour abuser les gogos. Pour bien comprendre la situation de la justice, il faut savoir que ce ministère est en crise depuis des années, laminé par toutes ces lois européistes, le gauchisme de ses juges et le manque de budget. En France, le budget du ministère de la Justice est inférieur au budget du ministère de la Culture. 10 milliards d'euros pour la justice et 11 milliards d'euros pour la culture, dont 4 milliards pour l'audiovisuel public. La priorité des macronistes, vous l'avez compris, est la propagande du service public. Vous abrutir, pas de vous protéger. Et il faut également ajouter le délire de la multiplication des normes et des lois venant de Bruxelles. Xavier Hofer, criminologue, met en exergue l'aberration de la bureaucratie qui étouffe la justice. Tout magistrat a un livre sur son bureau sur toutes les incriminations. Il y a en droit français 700 crimes, 8000 délits et 6000 contraventions à peu près. Cela augmente à chaque fois qu'on fait des lois. Le dernier volume, daté de 2017, de chez Dallot, que tout magistrat a sur son bureau. Il a été refait pour 2023. Il est passé de 1500 pages à 2200 pages. À nombre de magistrats égal, à nombre de greffiers égal, comment voulez-vous faire face? La justice fait face à un tsunami de nouvelles lois et de nouveaux décrets, et en face de cela, elle a un nombre de personnel qui augmente de temps en temps. La justice doit faire face également, et vous le savez, à une explosion dramatique de la délinquance. Et vous en connaissez les raisons, les OQTF, les mineurs étrangers isolés, le narcotrafic. Tout cela est la conséquence de toutes ces directives européennes. C'est bien Bruxelles qui a provoqué la paralysie de notre justice. Et en période d'austérité budgétaire, il n'y a plus de solution. Ah si, 100 dealers à l'isolement, oui, c'est dérisoire. Mais ce n'est pas le pire. Non, le pire, c'est qu'ils ne veulent rien changer, ces Retailleau et ces Darmanin. Après ces faux mineurs étrangers isolés que nous sommes obligés de financer. Après ces retraités étrangers qui viennent toucher le minimum vieillesse sans avoir cotisé. C'était la vignette que je vous ai présentée hier et qui est à l'écran. Voilà le tour des allocations familiales. L'Union européenne condamne la France pour son refus de verser les prestations à une famille de clandestins. La Cour de justice de l'Union européenne a statué le jeudi 19 décembre que les ressortissants étrangers ne sont plus tenus de démontrer que leurs enfants sont entrés régulièrement en France pour avoir droit aux allocations familiales. Voilà, pour être crédible en matière de sécurité et de justice, il faut un homme ou une femme politique qui dénonce les vrais responsables du chaos qui règne en France, c'est-à-dire l'Union européenne et les progressistes de l'UMPS. Allez, puisqu'on parle de l'Union européenne, la Géorgie. Mikhail Kavalachvili prête serment comme le nouveau président élu de la Géorgie. Hier, je vous présentais le scénario de ces euro-atlantistes pour tuer toute forme de démocratie au sein de l'espace européen. Un scénario qui devenait connu car trop répétitif. Et oui, à force de crier au complot russe, eh bien ce scénario est en train de se retourner contre tous les dirigeants européens.
L'état de droit, donc, vient de triompher en Géorgie. La présidente sortante, Salomé Zourabichvili, a dû se résoudre à prendre la porte et à céder la place. La révolution orange à laquelle elle appelait n'a pas eu lieu. Les euro-atlantistes ont été mis en échec. Et c'est donc un jour de deuil pour tous ces européistes comme Nathalie Loiseau. Immense dignité de la présidente géorgienne Zourabichvili. Elle quitte la résidence présidentielle mais annonce emporter avec elle sa légitimité et les aspirations du peuple géorgien. Son prétendu successeur n'a ni l'une ni l'autre. Régis de Castelnau. Ah zut, elle se tire alors qu'elle avait juré le contraire. Courageuse, mais pas téméraire, la madame. Je ne sais pas ce qu'elle emporte, mais au moins elle nous aura fait bien rire. L'oiseau qui s'acharne à démontrer sa bêtise en toutes circonstances, elle nous fait rire aussi, même si on connaît déjà le sketch. Et encore un sujet d'amertume pour Nathalie Loiseau. Excellente nouvelle, le président croate, le Trump de la Croatie, donnait largement gagnant ce dimanche. Vivement anti-Union européenne et anti-OTAN, il qualifie le Premier ministre européiste du pays de caniche de Bruxelles. Il est contre l'envoi d'armes et d'argent à l'Ukraine et il a bloqué la participation de la Croatie à une mission de l'OTAN. Les euromondialistes perdent le contrôle un peu partout et c'est une très bonne chose. Alors, il n'a pas été élu au premier tour comme annoncé par certains sondages, il sera au second mais avec une avance très confortable puisqu'il a frôlé l'élection au premier tour avec plus de 49% des suffrages. En conséquence, il devrait largement l'emporter au second tour. Vous avez été nombreux à me demander si Călin Georgescu, le Roumain, avait encore une chance de l'emporter à la présidentielle. Quelques éléments de réponse. La colère des Roumains est énorme, nous dit Philippe Murer. 67% sont contre la décision du Conseil constitutionnel d'annuler les élections présidentielles. 63% auraient voté pour le candidat souverainiste Călin Georgescu. L'Union européenne va tomber, il faut juste pousser un peu plus. Et oui, c'est la débandade pour tous ces euro-atlantistes. Même leur tricherie ne fonctionne plus. La raison, les réseaux sociaux et l'entrée en lice d'Elon Musk. En Angleterre, la guerre est déclarée donc entre Musk et les socialistes. Nigel Farage sera le Premier ministre du Royaume-Uni. Les socialistes perdront plus de 200 sièges et le parti l'UKIP de Nigel Farage est en tête dans les sondages. Et après l'Angleterre, l'Allemagne, Elon Musk signe une tribune pro-AfD dans le Die Welt et provoque la démission d'une journaliste. Elon Musk réaffirme dans cette tribune que l'alternative pour l'Allemagne, AfD, est la dernière lueur d'espoir pour ce pays, qui se trouve selon lui au bord de l'effondrement économique et culturel. Ce proche du président élu Donald Trump loue la politique d'immigration contrôlée du parti, ses objectifs économiques de réduire les impôts ou encore de déréglementer le marché. La classification de l'AfD à l'extrême droite est clairement fausse, affirme encore Elon Musk, s'appuyant sur le fait que sa chef de file, Alice Weddell, a une partenaire de même sexe originaire du Sri Lanka. Cette tribune a bien évidemment provoqué des cris d'orfraie, je dirais même des ululements des eurogagas comme Nathalie Loiseau. Un peu paradoxal, quand Soros influençait la politique européenne à coups de milliards, pas de problème. Quand l'Allemagne appelle à voter Macron contre le Rassemblement national, pas de problème. Mais quand Musk soutient l'AfD, c'est une atteinte aux valeurs démocratiques. C'est tellement orwellien. Ces mainstream possèdent plus de 95% des médias. Musk ne possède qu'un seul réseau social, X, et c'est la fin du monde pour eux. Mais il y a une raison. Sur X, vous avez accès à de vraies informations, pas des articles du JDD frelatés à la sauce Kevin et Matteo. Et Musk enfonce le clou contre les woke. Elon Musk appelle au boycott de Wikipédia accusé d'être woke. Arrêtez de donner à Wikipédia jusqu'à ce qu'ils rétablissent l'équilibre de leur autorité éditoriale. Vous n'entendez pas des hurlements? Mais si, ce sont les gauchistes qui hurlent au fascisme d'Elon Musk, comme ce Xaël. L'un des signes du fascisme, c'est la volonté de détruire le savoir. Alice Cordier, depuis qu'on est en CM2, nos professeurs nous disent de ne pas utiliser Wikipédia comme source car ce n'est ni fiable ni crédible. Tout le monde était d'accord avec cela, même les gens de gauche. Mais ça, c'était avant qu'Elon Musk ne critique Wikipédia.
Et oui, lorsqu'on est étudiant, on fait ses recherches en bibliothèque, voire sur des sites appropriés, pas sur Wikipédia. Wikipédia ne peut être au mieux qu'un petit point de départ. Nous avons montré dans ces entretiens de nombreuses fois les articles frelatés de cette pseudo-encyclopédie. Les raisons du bidonnage. Wikipédia dépense 50 millions de dollars par an pour son militantisme woke. Près de 30% de son budget est consacré à la diversité, l'équité et l'inclusion. La plateforme est accusée par ses détracteurs, comme Musk, de privilégier l'idéologie plutôt que l'info fiable. Voilà où va vos dons. Bon, depuis la victoire de Donald Trump, les souverainistes ont le vent en poupe et c'est de très bon augure pour 2025. Mais attention à cette mafia atlantiste. Le groupe Bilderberg, que j'appelais Bidenberg, une institution mondialiste fondée en mai 1954, vient de choisir le nouveau président de son comité directeur, Jens Stoltenberg. Ça ne sera plus donc la Bidenberg, mais la Stoltenberg, homme d'État norvégien et ancien secrétaire général de l'OTAN. À quoi s'attendre? Bon, vous connaissez la réponse, hein. Rien de bon. Vous avez été nombreux à m'avoir posé la question: en quoi consiste le plan de paix proposé par la Russie? Eh bien, le mieux, c'est de demander à Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de Russie, qui répond dans cet article. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a clairement exposé nos approches de principe dans son discours au ministère russe des Affaires étrangères le 14 juin et lors de la conférence de presse sur les résultats de l'année le 19 décembre. Nous parlons en particulier de la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, la garantie de son statut de pays non aligné, neutre et non nucléaire, l'élimination des menaces à long terme pour la sécurité de la Russie émanant de l'Ouest, y compris l'expansion de l'OTAN. Kiev doit assumer des obligations spécifiques pour garantir les droits, les libertés et les intérêts des citoyens russophones et, bien sûr, reconnaître les réalités territoriales inscrites dans la Constitution de la Fédération de Russie. La mise en œuvre des propositions concrètes formulées par le chef de l'État permettra de mettre fin au conflit et de parvenir à des accords globaux à long terme, équitables et juridiquement contraignants. C'est le seul moyen de parvenir à une paix durable. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous constatez que le plan de paix russe n'a pas varié. Mais ce qui a changé, c'est que la Russie a désormais les moyens de l'imposer parce que l'armée russe vole de victoire en victoire sur le terrain militaire. Voilà, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec un drôle de zozo. Souvenez-vous, Thomas Joly, metteur en scène de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. J'ai voulu montrer la France réelle, pas une France imaginaire. La France réelle, c'est pas des hommes maquillés comme des voitures volées qui twerkent en string, ni un schtroumpf nu bleu gênant. Ça, c'est 0,1% de la France, une minorité qui embête tout le monde à se comporter comme si elle était une majorité. Et quand on dit embêter, ce qui est incroyable avec le périmètre des ZFE, c'est qu'un panneau d'entrée de zone peut apparaître partout à tout moment. Exemple, sur cette autoroute, aucune possibilité de faire demi-tour, pas de parking relais. L'art de mettre volontairement les citoyens en infraction. Et ceux qui ont pensé ce genre de choses, vous les connaissez. Sorti en septembre, Ce qui nous porte de Sandrine Rousseau devait diffuser un imaginaire politique alternatif et désirable. Il s'est vendu à moins de 1000 exemplaires. Source L'Express. Quel décalage fou entre son omniprésence dans les médias et l'intérêt pour ses idées. Quand je vous dis que ces gens ne représentent plus personne, en même temps ils sont perchés et toxiques. La mairie de Paris en pleine marée noire. Trop prévoyante, la mairie de Paris a fait remplir les cuves de carburant de l'hôtel de ville jusqu'à des bords. Le risque de pollution a été confirmé et une partie du personnel déplacée. Coucou Anne Hidalgo, alors comme ça on embête tous les automobilistes avec ses petits caprices écolos stupides, mais on crée sa petite marée noire personnelle, on dirait presque que vous êtes né pour nous pourrir la vie. C'est fou ça quand même, non ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les espaces dits végétalisés des écolos dans les villes ressemblent à des laitues laissées en plein soleil, fanées, sales et poussiéreuses. Ils sont incapables de faire pousser quoi que ce soit. Ah si, ils savent
faire pousser quelque chose, la délinquance. Sécurité, le rêve écologiste bousculé par la réalité de la délinquance. Les villes dirigées par les maires écolos voient bondir les vols et les agressions. Mais quel est l'engrais à délinquants de ces écolos? Eh bien, des subventions aux associations migrationnistes, des impôts et beaucoup de laxisme. Michou, qui est Michou? C'est un youtubeur à 10 millions d'abonnés sur YouTube. Ce sont essentiellement des enfants de 7 à 14 ans qui le suivent. C'est aussi un businessman averti qui a mis en vente un jeu de société où l'on parle de sexe, de produits stupéfiants et d'alcool. Je vous laisse admirer les questions. As-tu déjà mis des sous-vêtements du sexe opposé? As-tu déjà embrassé quelqu'un du même sexe que toi? As-tu déjà eu un fantasme sur une personne très proche? As-tu déjà été cramé en train d'assouvir un plaisir solitaire? Eh oui, qui sera le menteur? Le jeu de société dès 7 ans de Michou comporte des allusions sexuelles. L'influenceur s'excuse. Des questions du jeu font référence au sexe, aux produits stupéfiants ou à l'alcool. On déplorait plusieurs joueurs ces derniers jours. Michou évoque une erreur de la part de l'éditeur. Vous y croyez, vous, à l'erreur de l'éditeur? Ça sent l'excuse macroniste. Hude de la Putassière, site parodique, ne pouvait pas rater une si belle occasion. Soutien total à Michou, dont le jeu de société ludique et responsable a été retiré de la vente. Nous y jouons en famille et on s'amuse bien. Mon neveu de 14 ans vient d'ailleurs de répondre positivement à cette question. Quelle poilade, ce petit ira loin. T'es-tu déjà fait astiquer le pipou par ta prof de théâtre de 39 ans? Tiens, cela me rappelle quelque chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.